Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde selon Rock Soccer. Salut Rock, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, bah écoute, ça va très bien, impeccable. Un peu fatigué parce que je viens de boucler donc ce top secret numéro 95, mais je suis ravi de pouvoir communiquer avec toi. Puis on a toujours de belles conversations et puis de beaux projets en perspective en plus. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le temps finalement de faire coïncider nos emplois du temps pour pouvoir faire les sommaires des deux derniers numéros. Et là, ça y est, cette fois-ci, on s'est posé. Et puis, tu attaques fort, hein, cette année 2018 avec un thème qui, ben, je pense, qu'ils vont exciter un certain nombre des fameux membres de la confrérie du Pouce Rouge, hein. Euh, la Terre plate, le débat explosif. Voilà, là, ça y est, on y va, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui t'a pris, Rock? Bah, écoute, on l'avait pas encore fait, c'est là. On avait Eh parlé oui. de la Terre plate, mais c'était un article qui était quelque peu, on va dire, poétique, qui était un article décalé sur cette question-là. Là, on a un méga dossier. J'ai été contacté par un auteur canadien euh, et, euh, et on a un dossier qui est vraiment qui prend. Donc cet auteur s'appelle Juan Ramirez et il traite de cette question-là point par point. C'est-à-dire que tous les points qui sont soulevés par, entre guillemets, les platistes, sont posés à plat, pardon, c'est le cas de le dire, sur le papier et étudiés. Ce dossier est tellement long, en fait, il va s'étendre sur 2 ou 3 articles dans Top Secret. Donc, il y a tellement, tellement de choses à dire. Là, c'est la première partie. Et cette partie de ce dossier, donc sur la Terre plate, et si elle était plate, cette première partie s'insère dans un dossier qui est global, qui est encore plus large, puisque c'est un dossier sur la cosmologie et qui va traiter de plusieurs questions, notamment il y a un auteur qui étudie la théorie de la Terre concave et également un autre auteur qui est Thierry Namur, que les lecteurs de Top Secret connaissent, Thierry, et qui nous parle du Soleil. On y reviendra plus dans le détail, article par article. Mais qu'est-ce qui me prend? Bah oui, je pense que c'est important de. On parle beaucoup de terre plate, de terre ronde, etc. Le débat bat son plein. Les gens sont assez vifs sur le sujet, que ce soit les platistes, ils rigolent pas beaucoup, sont très en colère, ou alors les autres, ceux qui sont les tenants du globe, ils ne rigolent pas non plus. Ce sont des coups que ces deux camps se donnent sans faire semblant, sans se faire de cadeaux. Et donc, voilà, il me semblait important de traiter point par point toutes les anomalies, tous les problèmes qui sont soulevés par cette théorie de la Terre plate. Entendu. En tout cas, ça va être un dossier qui va effectivement réouvrir le débat, faire couler peut-être beaucoup d'encre, hein, dans le courrier des lecteurs, et puis qu'on suivra donc sur les numéros 96 et 97, si j'ai bien compris. Exactement. Et dans ce même dossier, donc, que sur la cosmologie, il y a également, donc, comme je te l'ai dit, un dossier sur la théorie de la Terre concave. C'est un texte de Kisser Ourad, un nouvel auteur de Top Secret, et qui, lui, s'est penché sur cette question de la Terre concave, c'est-à-dire comme si nous, est-ce que finalement on ne vit pas à l'intérieur de la Terre? Et que, tu sais, ça fait penser un peu au générique de Game of Thrones. Où on voit dans le générique de Game of Thrones, ça passe, il y a vue d'avion, si tu veux, d'une maquette de la Terre,
Et en fait, on se rend compte que le relief est concave. Il y a dans cet article-là, qui est inséré dans ce dossier sur la cosmologie, il y a des choses tout à fait étonnantes. D'abord, cet auteur soulève un problème intéressant par rapport à une question qu'on peut poser d'ailleurs aux tenants de la Terre plate, c'est l'Antarctique. Tu sais qu'en Antarctique, il y a des périodes, longues semaines, des mois où c'est la nuit. Ça va être la nuit ou le jour total, tu sais, pendant pas mal de temps. Et il explique dans cet article notamment que dans la configuration d'une Terre plate, ça ne marche pas, ce cas-là. Et donc, il a téléphoné notamment aux agences de tourisme qui emmènent les gens au niveau de l'Antarctique, et pour s'assurer qu'il y avait bien ces périodes de jours sans fin, ou de nuits sans fin. Il a vu que sur les brochures, on recommandait aux gens d'ailleurs de prendre des crèmes de bronzage, etc. Je trouve que c'est effectivement une objection assez solide à la théorie de la Terre plate, parce que dans cette configuration de Terre plate, le Soleil tourne sur les bords extérieurs de la Terre, et il ne peut pas y avoir partout en Antarctique le jour en même temps. C'est pas possible. Donc voilà, c'est des choses comme ça, toutes ces interrogations qui sont tout à fait passionnantes, que soulève Kisser-Orad donc dans cet article-là. Il donne notamment un exemple assez fameux de scientifiques français qui ont pris 2 puits de mine séparés par 1 kilomètre et qui ont suspendu sur une profondeur d'1,5 kilomètre des câbles pour ensuite mesurer aux 2 extrémités la distance qui sépare ces 2 extrémités. En toute logique, ce que recherchaient ces scientifiques-là, hein, on est dans la fin du XXe siècle. Si la Terre est ronde, l'arc de cercle supérieur doit être plus grand que l'arc de cercle inférieur. Exactement, et sur cette base-là, ils peuvent ensuite calculer la circonférence exacte de la Terre, et donc c'est une expérience tout à fait pertinente qu'ils ont fait, sauf que les résultats les ont complètement scotchés, puisque c'était exactement le contraire qui se produisait. C'est-à-dire que les bords, les 2 extrémités dans les profondeurs de la Terre, 1,5 kilomètre, étaient écartés par rapport aux extrémités en surface. Ils ont demandé à leurs homologues américains de refaire l'expérience. Les Américains ont refait l'expérience une fois. Ça a été tellement surprenant qu'ils ont appelé d'autres spécialistes. Comme ça a été fait plusieurs fois. Ce sont des expériences qui ne sont pas très connues, parce qu'évidemment, quand les résultats ne correspondent pas à ce qu'on attend, on a du mal un peu à les publier. Toujours est-il qu'ils ont obtenu les mêmes résultats que les Français, et ça posait problème dans le sens que, par rapport à la théorie de la gravitation, de la gravité, ça signifiait que, à la limite, la gravité était au-dessus de la Terre, au-dessus de la surface, et non pas à l'intérieur de la croûte terrestre. Ah bon, voilà. Autant de questions et de problèmes soulevés par cet article tout à fait passionnant. Entendu. Alors ensuite, pour passer aux autres articles du sommaire, il y a aussi un texte de Jean-Louis Pilato qui se posait la question à savoir si une invasion extraterrestre serait d'actualité ou pas. Ouais, c'est un petit bijou cet article. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'article. Donc, Jean-Louis, qui est un bon ami, commence en parlant des Sumériens, en parlant des textes, traditions, etc. Il explique effectivement qu'on peut remplacer le mot Dieu, au pluriel, par
par extraterrestres civilisateurs, enfin bon, créateurs, etc. Et donc de là, ensuite il arrive à notre époque et il cite quelques films et il soulève la question de savoir si ces dieux qui ont créé les hommes, ces extraterrestres, n'ont pas également prévu une obsolescence programmée de l'humanité. Et si on n'est pas en train de nous préparer à travers notamment, puisqu'il en vient à parler de cinéma, à travers certaines séries télé comme Les Envahisseurs, comme V, mais aussi au cinéma Thor, ou Le jour où la Terre s'arrêta. Si on n'est pas en train de préparer l'inconscient collectif de l'humanité à une espèce de fin, et notamment au retour des dieux sur la Terre, des dieux de ces extraterrestres. Et il s'interroge sur ce scénario, auquel on nous prépare, en se demandant même si ce scénario ne date pas même depuis plusieurs siècles, si nous ne sommes pas déjà, nous, enfermés dans une sorte depuis quelques décennies, dans une sorte de programme Blue Beam qui aurait déjà commencé et dont nous ne sommes pas absolument conscients. C'est un beau petit, un bel article qui soulève des questions, qui fait réfléchir, et qui est tout à fait passionnant. Alors, on va maintenant changer complètement de sujet. On va revenir sur la cryptozoologie. Et tu as un article d'un auteur de Top Secret qui intervient régulièrement, Fabrice Kircher, sur le Dogman. Oui, c'est un article ufologique qui relate l'histoire de l'ufologie avec le début, les apparitions des petits gris, mais en termes de créatures, il explique qu'au fur et à mesure des années, des décennies, les modes vont changer et qu'on va avoir au départ des créatures, des extraterrestres qui arrivent en combinaison, ça va être le bibendum, etc. Puis ensuite, il y a le Mothman, il y a également le Chupacabra, et enfin, il y a toute une faune qui apparaît dans cette évolution de l'ufologie. Et bah, je parle évidemment, il y a également les reptiliens, enfin bon, tout ça. Et que actuellement, depuis quelques années, aux États-Unis notamment, apparaissent de plus en plus des dogman, des créatures à tête, on va dire, de loup-garou ou de chien. Et les Américains appellent ça le dogman. Donc c'est un phénomène qui n'est pas très connu en France. Et c'est un petit article qui est intéressant de ce point de vue-là pour se mettre à niveau et revoir un petit peu toute la déclinaison des différentes créatures, entre guillemets, extraterrestres qui viennent visiter la Terre et qui colorent d'une certaine façon le folklore ufologique depuis la seconde moitié du XXe siècle. D'accord. Tu vois, moi j'étais parti sur de la cryptozoologie, mais effectivement, parce que j'avais fait une émission avec Pascal Cazotte sur le Dogman et on l'avait plutôt abordé dans ce sens-là. Mais effectivement, il y a aussi le pan ufologique de la légende du Dogman. Et oui, puisque à travers les témoignages sur cette créature, il y a pas mal de gens qui voient des ovnis, qui ont vu des lumières dans le ciel, etc. C'est très lié. Bon, on peut dire la même chose également du Yeti. On peut dire la même chose de pas mal de créatures. Alors le Dogman, tel que je connais Pascal, ça doit lui faire penser notamment à la bête de Gévaudan, etc. Je suppose. Bon, en tout cas, il a démontré que l'apparition du Dogman ne datait pas du XXe siècle. Voilà. Il y a eu un certain nombre de témoignages avant. Mais bon, vous pourrez regarder la causerie avec Pascal si le sujet vous intéresse. Autre sujet
Nouveau thème, d'ailleurs, j'ai l'impression, dans Top Secret, tu inaugures une rubrique lanceur d'alerte. Absolument. Je pense que ça fait pas mal de temps que je veux le faire, de traiter de sujets de société. D'ailleurs, je fais un appel aux auteurs, hein, puisqu'il y a tellement de... Alors, on a déjà parlé des vaccins, évidemment, mais on pourrait parler de pas mal de choses et de réserver quelques pages donc, pour ces lanceurs d'alerte. Et là, on est dans la continuité des 2 dossiers qu'on a sortis sur le réchauffement du climat. Et ça, c'est un des pendants de ce problème du réchauffement du climat. C'est le contrôle de l'habitat du citoyen sous couvert de protection de l'environnement, sous couvert d'économie d'énergie. Et en fait, ce lanceur d'alerte nous explique comment les lois ont évolué au cours de ces 2 dernières décennies et que ces lois rendent très difficile finalement l'accession à la propriété pour pas mal de gens. Ça devient de plus en plus exigeant en matière d'équipement, en matière de matériaux, et que peut-être il faudrait aussi également que les pouvoirs publics voient les choses différemment. C'est tout à fait intéressant, puis c'est un problème du quotidien, on est tous confrontés à ça, avec ces normes, ces mesures, ces normes qui changent tous les ans d'ailleurs, et de plus en plus rapidement, et qui mettent sur la touche pas mal de nos concitoyens. Alors, là, ce que l'auteur l'a remarqué, hein, c'est un homme, un homme qui est du métier en plus, donc il sait de quoi il parle. Rémi Thalès, il explique, enfin, il est en train d'imaginer qu'en fait, toutes ces lois ont pour but de concentrer la population autour des villes, dans des habitations, dans des immeubles, enfin bref, de créer une concentration d'individus au même endroit, en interdisant l'accès à la propriété dans les campagnes, etc., dans des maisons individuelles, de façon à pouvoir, le cas échéant, contrôler la masse de la population, comme les autorités pourraient en avoir besoin et quand ils en auront besoin. Tout à fait. Ouais. Autre dossier qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, et tu voulais y revenir dessus, il s'agit de l'article de Thierry Namur sur le Soleil. Effectivement, Thierry Namur, donc, qui est également un auteur habitué des colonnes de Top Secret, nous a concocté là, un dossier assez riche, assez pointu, je dirais, sur le Soleil. Ça commence très loin dans le temps, et il explique un petit peu comment la science a envisagé la nature du Soleil depuis le XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, jusqu'à aujourd'hui. Il parle également des contactés, Adamski, des gens comme ça qui avaient des choses à dire sur le Soleil, mais aussi des spiritualistes comme Gurdjieff notamment, et d'autres. Et donc, il nous rapporte un peu toute la perception de ces gens-là, comment ces gens-là ont perçu le Soleil, et jusqu'à l'avènement de la NASA avec sa grande vérité imposée, qui nous a expliqué une bonne fois pour toutes ce qu'était le Soleil, selon elle. Et est-ce qu'on doit le croire? C'est la question que Thierry pose. Et c'est vraiment tout à fait passionnant d'avoir ces différentes visions du Soleil à travers les âges, à travers l'histoire, et à travers les différents témoignages et vécus de certains contactés notamment. Alors, une petite question quand même, pourquoi avoir choisi une photo d'un soleil vert? Alors justement, c'est la conclusion en forme de pirouette de Thierry Namur qui dit, puis finalement, le soleil ne serait-il pas bleu?
Et bon, après, pour comprendre pourquoi je souris par rapport à cette question, alors ça pourrait nous ramener au Blue Beam, à tout ce qui est bleu, et notamment la Blue Marble, etc., etc. La Blue Marble, c'est la fameuse photo de la NASA de la Terre, parce qu'on n'en a pas trop parlé non plus, mais on a cet article-là sur cette première photo de la NASA de la Terre, qui a été nommée Blue Marble, le parallèle qui est fait avec une sorte de clin d'œil fait à Walt Disney et à son premier long métrage Blanche-Neige, puisque sur cette photo, c'est la première fois que l'on voit le continent antarctique sur une photo pleine de la Terre. Bref, je reviens à ta question sur le choix du soleil vert. Sur ton écran, le soleil paraît peut-être vert, sur le mien, il est plutôt bleu. Eh bien, tu sais quoi, les lecteurs trancheront. Exactement, exactement. Et donc, pour finir ce numéro 95, un peu de culture ne nuit pas. Et tu as un article de Monsieur Deslandes sur la littérature, ce que l'inexpliqué doit à la littérature. Ouais, alors cet article, ce dossier même, on peut dire, c'est un vrai petit bijou. C'est un vrai plaisir à lire. Il est très riche d'informations. Et puis, il est très inattendu en même temps dans Top Secret, parce que il relate tous les cas de grands exemples très connus, exemples paranormaux qui existent, qui ont été repris par la presse, et notamment par Top Secret par moment. Il y a certains cas qui sont cités dans cet article et que Top Secret avait traité, avait relaté de façon très linéaire. Et là, Deslandes nous remonte à la source de ces anecdotes. Mais par exemple, je vais citer l'anecdote de ce jeune homme qui rencontre un homme plus âgé, qui va discuter avec lui, ils vont passer un bon moment, et le gars va l'inviter à assister à un concert chez lui. Et en partant, le jeune homme oublie son briquet sur la table. Lorsqu'il s'en rend compte, il revient sur ses pas. Et le lendemain, par exemple, il revient sur ses pas et découvre que l'habitation est abandonnée depuis plusieurs décennies et que la personne qu'il avait rencontrée était morte, etc. Bref. Il remonte à la source de toutes ces affaires-là. Il y en a quelques-unes, vraiment, ça va surprendre les lecteurs de Top Secret parce que ce sont vraiment des sujets que dans le milieu, tout le monde connaît. On y a tous plus ou moins cru à ces affaires insolites. Et il trouve la source, en fait, de ces histoires dans la littérature. Dans la littérature ou alors dans la presse du 19e siècle, où des auteurs célèbres écrivaient à l'époque, et puis laissaient un peu libre cours à leur inspiration. C'est un peu comme si tu veux, demain on sort un 1er avril, on sort une blague dans la presse, dans un journal officiel, et cet article est repris 20 ans après par un autre auteur, puis 5 ans après, un autre auteur qui cite le second, et qu'au bout du compte, ça devienne, à force d'être répété, une vérité qui n'est plus vérifiée et qui est reprise par d'autres auteurs dans notre domaine. Et alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant de pouvoir publier ce dossier dans Top Secret. Ça remettait certaines choses à plat. Et puis voilà, c'est toujours intéressant d'apprendre. Alors, ça s'appelle, ce genre d'article au 19e siècle, ça s'appelait des canards. D'ailleurs, tu avais un auteur anglais qui avait écrit dans un livre, je crois, qui s'appelait Futility, qui avait décrit le naufrage d'un méga paquebot qui s'appellerait Titan, je crois, ou quelque chose comme ça, 14 ans avant le drame. Oui, alors là, Monsieur Deslandes
ne cite pas cet exemple-là. Donc on peut supposer, et moi je crois vraiment que ce livre existe, de la même façon qu'il y a eu les Long Gunsmen avec, avec la série des Long Gunsmen qui décrivait le 11 septembre, en fait, quelques mois avant que ça n'arrive. Ça ne me surprendrait pas que ce livre ait vraiment existé. En tout cas, il n'est pas démystifié du tout dans cet article. Je pense que si jamais ça avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'en parler. Donc il y a plein de petites affaires comme ça qui sont des mensonges, des blagues, des canards. Au 19e siècle, c'était une mode de sortir comme ça des grosses plaisanteries, mais avec des grosses signatures. Et il se trouve que à l'époque, tout le monde savait que c'était des canards et que ça a été repris une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, on perd la source et ça devient une vérité. Mais finalement, les fake news, on n'a rien inventé au XXIe siècle. Ça existe depuis des années, voire des siècles même. C'était ça les canards, c'était les fake news de l'époque. Et puis à force d'être repris et d'être oublié, d'être repris, c'est le principe des vidéos YouTube qui ressortent. Ouah, regardez cette soucoupe qui arrive, etc. Mais non, ça fait déjà 10 ans qu'elle tourne. Mais comme tout le monde l'oublie, du coup ça revient régulièrement. Et puis au bout d'un moment, ça finit par être vrai. Ça me rappelle d'ailleurs une citation que tu as mis dans ton article de Jeanret, car tout finit par être vrai. Exactement, Antoine. En tout cas, voilà, moi j'invite les lecteurs de Top Secret et puis les autres qui ne connaissent pas le magazine à se procurer ce numéro 95 qui est très riche, puis très riche d'informations, de sujets divers. Il y en a vraiment pour tous les goûts, comme d'habitude. Et puis surtout à soutenir le magazine Top Secret, car on a beaucoup de pain sur la planche et notre équipe s'étoffe encore. Et puis il y a également ces vidéos qui sont en préparation. Et donc soutenez Top Secret, car c'est ce magazine qui est au cœur de cette résistance à la pensée unique. Tout à fait. Alors, en parlant de vidéos, là, ça y est, tu rentres à nouveau en studio, on va dire. On est parti pour un nouveau rendez-vous avec Rock. Oui, absolument. Je tourne la prochaine émission, normalement, si tout va bien, hein, parce que après, ça dépend des disponibilités de tout le monde, mais à la fin du mois de janvier, je tourne une émission. Ouais. On peut avoir une petite idée du thème ? Je préfère laisser la surprise pour l'instant. Ok, eh bien écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est vous abonner sur la chaîne de Rock, et puis comme ça, vous serez notifié au moment où sortira la vidéo. Alors, vous serez notifié, hein, je vous rappelle, pensez à mettre des pouces bleus hein, sur toutes nos vidéos, sinon les pouces rouges arrivent à dénotifier nos vidéos, et du coup, vous serez informé de la sortie que 3-4 mois après, ce qui n'est pas grave, en tous les cas, vous serez informé. Eh bien, c'est amusant cette histoire de pouces, puisque en fait, ça me fait vraiment penser au 19e siècle également, au 20e siècle. À l'époque, c'était dans les théâtres que ça se passait. Il y avait les directeurs de théâtre se faisaient concurrence, c'était à celui qui aurait le plus de public, puisque c'était, en fait, les théâtres étaient à l'époque des lieux de rencontre. Les gens pouvaient réfléchir, les idées pouvaient circuler. C'est un peu le réseau social de l'époque. Et donc, les directeurs de théâtre avaient eu comme idée un jour de payer une cabale. C'est-à-dire qu'ils payaient une équipe de personnes qui venaient dans les théâtres des concurrents pour pourrir les spectacles. Et ils jetaient des tomates, ils criaient que c'était un scandale, que c'était nul, c'était honteux, etc. Ce qui fait que ce comportement-là s'est généralisé et il a fallu trouver une contre-mesure. Et donc, les directeurs de théâtre qui avaient eux-mêmes inventé ce système-là pour pourrir les spectacles des concurrents ont dû ensuite payer ce qu'on a appelé la claque, des gens qui venaient pour annuler l'équipe de la cabale
et qui étaient là pour applaudir, pour crier bravo et jeter des fleurs. Enfin voilà, on en arrive à ce... Finalement, l'humanité n'a pas beaucoup évolué. On le constate tous les jours, quoi. C'est toujours la même chose. Après, ceci dit, moi, je m'inquiète pas trop de ces histoires de pouces parce que je pense que YouTube reconnaît bien quand ce sont des pouces achetés ou que c'est des systèmes de cabale ou de clics ou de claques, pardon. Et à mon avis, il ne se laisse pas trop prendre au jeu. Et finalement, plus il y a de pouces, qu'ils soient bleus ou rouges, j'ai l'impression que plus la vidéo est visible. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur la dernière petite vidéo que j'ai faite, le petit joke pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et j'ai l'impression que ça a boosté. On s'est pris tout d'un coup 2000 pouces qui ont boosté la vidéo. Elle a été regardée comme jamais pendant toute cette période-là. Et c'était la première fois pour un petit clip de 50 secondes. Donc, il ne faut pas désespérer. Oh, mais non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que finalement, on ne fait pas preuve d'innovation, hein, on ne réinvente rien. Tout avait déjà été prévu et vécu par nos anciens. Voilà. Et même les pouces rouges, finalement, ils ne font que reproduire la cabale du 19e siècle. Eh bien Roch, je te remercie, on va s'arrêter sur ces belles paroles. On se retrouve très très bientôt sur ta chaîne pour ta prochaine émission. Et puis nous sur Miasme TV pour la sortie numéro 96 dans 2 mois. Allez, ciao ciao et puis merci d'être resté jusqu'au bout. Au revoir Antoine. Merci à toi.